Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cash, l'émission qui décortique toute l'actualité de la bourse et du business. On va évoquer la tech, notamment ce soir, la tech chinoise qui connaît un véritable regain de puissance, mais aussi quelques craintes évidemment également dans l'intelligence artificielle, dans les voitures électriques notamment. Mais est-ce durable ce regain? On va en parler avec vous, Tara Bando. Bonsoir Tara. Bonsoir. Avec nos invités, Vincent Juvins, bonsoir. Bonsoir. Pour ING et Quentin Pilois, bonsoir pour Rothschild & Co. Toute l'actualité des cryptos, le Bitcoin qui est toujours en baisse en cette fin de semaine, également avec Nicolas Ajas tout à l'heure. Mais tout d'abord, on fait le point sur les marchés. Et les marchés qui ont plutôt perdu des plumes durant cette semaine, notamment à cause des incertitudes de la politique monétaire de la Fed. L'Europe était assez volatile. On va retrouver Frédéric Steinkuhler de Waterloo Asset Management. Les annonces autour de la fin du shutdown aux USA étaient très attendues et ont été très bien accueillies en Europe, et même probablement mieux qu'aux USA. Cette fin de shutdown a enlevé une part de doute sur l'avenir de l'économie US et a relancé les bourses mondiales. Le rebond était plus marqué au niveau des sociétés value et a donc été plus marqué en Europe qu'aux USA. Les marchés européens ont terminé la semaine en hausse, avec en tête l'Italie, la Suisse et la France, à plus de 3%. L'Eurostoxx, quant à lui, affichait une performance de plus ou moins 2,5% sur la semaine. Au niveau des sociétés, voici ce que nous avons pu noter cette semaine. Bayer, le géant allemand de la santé et de l'agrochimie, a publié des résultats trimestriels encourageants pour le troisième trimestre et les 9 premiers mois de l'année, surpassant les attentes des analystes malgré un léger recul de son chiffre d'affaires. La perte nette du troisième trimestre s'est nettement réduite par rapport à l'an dernier, reflétant une nette amélioration de la rentabilité du groupe. Le titre était en hausse de 6% à la bourse de Francfort ce mercredi, soit quand même plus de 50% de hausse en 2025. Agfa-Gewart, le groupe belge actif dans l'imagerie médicale, l'informatique hospitalière et les solutions d'impression numérique, a publié des résultats trimestriels en recul, signe d'une période charnière pour l'entreprise en pleine transformation. Au troisième trimestre 2025, son chiffre d'affaires a baissé de 7% sur le trimestre, soit 4% sur l'année, tandis que sa rentabilité opérationnelle a été mise fortement sous pression par un environnement de marché difficile, notamment dans l'impression professionnelle et la radiologie. Sur ces publications de résultats, le titre baissait de plus de 6% à la bourse de Bruxelles. Qui a baissé, le groupe de banque assurance belge a annoncé jeudi une nouvelle révision à la hausse de ses prévisions annuelles portée par un troisième trimestre largement supérieur aux attentes. Le bénéfice net pour Q3 s'est établi à 1 milliard d'euros en hausse de 14% sur un an, dépassant nettement les estimations du marché. Le bénéfice par action, quant à lui, s'est élevé à 2,44 €, également au-dessus des prévisions. Le titre se rapproche ainsi de ses plus hauts historiques datant de 2007. Richemont, le groupe suisse de luxe, propriétaire notamment des marques emblématiques telles que Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC, Piaget ou Jaeger-LeCoultre, a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes ce vendredi, confirmant sa capacité à traverser une période marquée par des vents contraires économiques et géopolitiques. Le bénéfice net a plus que doublé par rapport à l'an dernier, soutenu par la cession d'actifs non stratégiques et par la solidité opérationnelle de ses divisions principales. Le président du groupe a souligné que Richemont continue de naviguer dans un environnement incertain où la reprise en Chine reste fragile et les pressions externes persistantes. Le titre rebondissait de près de 8% à l'ouverture ce vendredi matin. La semaine prochaine sera nettement moins riche en matière de résultats d'entreprise, la saison touchant tout doucement à sa fin. Nous épinglerons tout de même des publications de Retail Estate en Belgique, de Siemens Energy en Allemagne et de Vinci en France. Et voilà pour l'Europe, on va maintenant se diriger vers les États-Unis, des bonnes et moins bonnes nouvelles. À Wall Street, on va rejoindre Peter Tuchman tout de suite. You know what? It's a really complicated question right now. The VIX are up. The fear index is up 12.5% up 2 days in a row. So obviously, you know, we've been in a government shutdown for 43 days, the longest in history. The market usually engages when it engages. The few times we've had a government shutdown, the market has sold off in anticipation and stayed down during the thing. The market did not respond in any negative way. It was kind of curious why the market did not sell off during the government shutdown. Obviously, we had started a interest rate cutting cycle the week before the government shutdown. We had been told that we're going to have one cut now, and we probably will have one more cut in December. They gave us clearly the message that we were going to have one more cut.
So then we immediately go into a government shutdown. The market is still trading at record highs across the board. Earnings were solid across every indices. And then so suddenly we get to a point where last week, the government, this past week on Monday, the government finally decides that my gut is you have to realize millions of people were not getting a paycheck. People were not going to work. People were being fired. The TSA, people were not able to travel. We lost 10% of all the flights. It was starting to affect the general public, right? It was obviously affecting people who were government workers, but once it starts to affect the general public, that's when you see them start to act. So obviously Monday, they were seeing that, Thanksgiving is the biggest travel day of the year, and they anticipated if the government is still shut down during Thanksgiving, it will be a complete mess. They could not tolerate that. So they would probably be a revolution here in America over that because everybody, Americans love Thanksgiving. Anyway, they decide that they're going to cut it. It was a very political situation. It was definitely a Democratic Republican thing about the shutdown to begin with. So anyway, they decide to do it. The first initial market reaction was up. We were up 105 handles immediately after results. And then it became a little bit odd. Everyone needs to remember that a week and a half ago, Palantir came out with earnings that were blowout earnings. And immediately after the earnings were released, the stock went down 9% and it took the market down with it. So everybody started to evaluate, why with blowout earnings in tech, the sector that has taken this market up so incredibly high, why with the blowout earnings is the stock down 8%? So everybody started immediately, how media is, they started to catastrophize this. Maybe this AI thing is a bubble. Maybe all this money is not real. Maybe it's all a bunch of BS, which is ridiculous because Google and Meta and Microsoft and Oracle are each putting $600 billion into this space. It's surely not a bubble by any means. But anyway, what people's fear is that they are taking on a lot of debt. So we have no NVIDIA earnings coming out on the 19th. NVIDIA earnings are on the 19th. Everybody's fear is that they're going to be great earnings and the stock will not go higher, it will go lower, and that will take the market down with it. So those are the components that are kind of scaring the market. And you see it with the VIX being up to 12.5% 2 days in a row. Voilà, merci à Peter pour son analyse. Depuis Wall Street, on va maintenant se diriger vers Bruxelles, la tour Belfius, pour rejoindre Catherine Danse. On parle taux, devises et matières premières. Le président Trump a enfin pu signer le projet de loi mettant fin à la plus longue fermeture du gouvernement américain. Les travailleurs fédéraux retournent ainsi à leur bureau après 43 jours d'absence. Une solution temporaire, mais qui permet le financement de la plupart des programmes fédéraux jusqu'au 30 janvier. Après quoi les menaces d'un nouveau shutdown pourraient revoir le jour. La fin de cette impasse devrait nous permettre de recevoir plus de clarté sur l'état de l'économie américaine. Cela dit, la patience risque encore d'être de mise. Certaines données, comme celle du chômage, sont basées sur des enquêtes qui n'ont pas encore eu lieu. La Maison-Blanche a même laissé sous-entendre que les données sur le travail de septembre seront publiées, mais que celles d'octobre, ainsi que l'inflation du mois d'octobre, pourraient ne jamais voir le jour. En eurozone, les données de production industrielle sont sorties sous le niveau des attentes à un niveau de croissance annuelle d'1,2%, illustrant la faiblesse et les défis auxquels font face les industries européennes. Cette donnée n'a néanmoins pas empêché l'euro de se renforcer contre le dollar, le taux de change se stabilisant aux alentours des 1,16. Ces derniers mouvements s'expliquent en fait par une faiblesse du billet vert liée à l'absence de visibilité sur l'état de l'économie américaine. Les taux d'intérêt se sont dressés de quelques centièmes de % de part et d'autre de l'Atlantique lors des dernières séances. Plusieurs membres de la Banque centrale américaine ont en effet exprimé leur scepticisme quant à la nécessité d'une troisième baisse de taux consécutive. Selon eux, l'économie américaine fait preuve de résilience et l'incertitude liée au shutdown assombrit leur visibilité. Les traders, maintenant, réduisent les probabilités d'une baisse de taux en décembre à moins de 50%. De la volatilité du côté du pétrole cette semaine, le cours du pétrole grimpant vers les $64 ce vendredi. Les traders évaluent l'impact que pourraient avoir les sanctions américaines sur les livraisons de pétrole russe dans un contexte où le marché fait face à un excédent d'inventaire. La semaine prochaine, la réouverture du gouvernement américain retardera la publication des données, y compris celle de l'emploi.
En ce qui concerne le calendrier habituel, nous nous attendons à ce que le rapport de la réunion d'octobre de la Réserve fédérale américaine reflète une prudence croissante concernant un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire. Merci donc à Catherine Danse pour son analyse depuis la tour Belfus. On va maintenant faire réagir nos invités. Quentin Pillois, on a beaucoup parlé de la fin du shutdown aux États-Unis, mais aussi Peter nous parlait de l'indice de la peur, le VIX. Rappelez-nous ce que c'est exactement. Tout à fait. Le VIX, c'est donc la volatilité implicite des marchés. C'est important de dire implicite parce qu'il y a deux types de volatilité. Il y a l'historique, donc c'est la réalisée effectivement, et puis il y a celle qui est donné par les marchés. Donc c'est donné par les traders avec des prix et qui disent aujourd'hui moi je pense que le risque du marché, la volatilité implicite de mon marché, c'est autant. Et donc c'est vrai qu'on a vu ce VIX qui a fortement augmenté. Et ça c'est pas bon pour les marchés a priori. Disons que ça veut dire que les opérateurs de marché s'attendent à ce qu'il y ait plus de volatilité dans les jours à venir. Et c'est vrai qu'en général, on est quand on est vraiment au calme, entre 12 et 15. Et puis là, c'est vrai que je regardais tout à l'heure, on est quasiment à 21, 22. C'est un peu comme la force du vent sur les marchés, en fait. Souvent, quand il y a des événements graves, on voit qu'on monte à 40 ou 50, mais ça, c'est la force du vent. Oui, tout à fait. Ouais. On a vu aussi un pic de volatilité lors de l'épisode de fin mars, début avril, qui était assez fort. Et donc, effectivement, cette semaine, ce qu'on a vu beaucoup sur les marchés, et Peter en a parlé, c'est que il y a quand même des craintes sur tous ces noms de l'intelligence artificielle. Et donc, ça a créé un petit peu de volatilité. Après, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que quand on regarde vraiment les noms, Nvidia, finalement, on passe de 190 à 187, j'ai regardé ça il y a 2 heures. On attend les résultats la semaine prochaine. Oui, mais je veux dire, sur la semaine, le titre n'a quasiment pas bougé. Peter disait quand même que si les résultats sont bons, ça va quand même baisser. Alors, son pari. Il faut toujours voir les guidance. Donc, c'est-à-dire qu'il faut voir si effectivement on réalise ce qu'on a prévu et que ce qu'on a prévu correspond à ce que le marché a prévu. Donc, il y a toujours une double lecture à avoir. Mais au-delà de ça, on voit cette semaine finalement un peu de volatilité, mais pas de grands impacts. Palantir qui passe de 180 à 171, 172. Oui, mais par contre, ce qu'on voit, quand même. Oui, mais par contre, ce qu'on voit, c'est que la volatilité de ces entreprises monte. Et cette volatilité, pour Nvidia, on est autour de 50%. Pour Palantir, on est autour de 61% par rapport à un marché qui est autour de 20%. Donc on voit quand même que sur ces actions-là, la volatilité peut aller jusqu'à 3 fois la volatilité globale du S&P 500 qui est donc reflétée par le VIX. Vincent Jevin, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, durant cette semaine sur les marchés boursiers ? C'est aussi cette volatilité ? Oui, certainement, alors que finalement avec la fin du shutdown, on avait plutôt bien commencé aux États-Unis, on pouvait s'imaginer qu'il y avait quand même un peu un trend positif qui allait s'installer. Maintenant, c'est vrai que les inquiétudes par rapport au secteur de l'intelligence artificielle ou Big Tech de manière générale sont très fort présentes. Et on a un télescopage de différents éléments, c'est les incertitudes sur la politique monétaire américaine. La baisse des taux, quoi, aussi. Qui aura peut-être pas au mois de décembre. En tout cas, on n'y voit pas très clair puisqu'on n'a pas eu beaucoup de données ces dernières semaines de la part des États-Unis. Shutdown oblige, et celles qu'on a eues étaient plutôt, je dirais, à la fois positif sur les PMI et les ISM, mais négatif sur les chiffres de l'emploi. Donc c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui pour les marchés, évidemment, de se positionner sur d'avoir une bonne lecture de la trajectoire de taux d'intérêt. Et évidemment, les valeurs dites de croissance à plus haute duration, comme le secteur de la tech, en sont particulièrement pénalisées. Le fait qu'il n'y ait plus de baisse de taux pricés pour décembre est un petit peu problématique pour ces dernières. Elles en avaient notamment profité. Alors la volatilité, c'est vrai qu'elle a fait son retour. Maintenant, 21, je crois, comme le disait Quentin, c'est pas non plus un niveau qui est particulièrement inquiétant. On commence à s'inquiéter lorsqu'on a des pics de volatilité, on va dépasser les 30 ou autres, qu'on a vraiment dans des périodes de stress. On a quand même besoin de cette volatilité. Quelque part, entre 15 et 20, c'est plutôt bien. C'est aussi avec ça qu'on peut, sur les marchés, faire la différence. S'il y a des fluctuations, opportunités aussi. Voilà, ça permet de dégager les opportunités et on peut réaliser des arbitrages. Quentin Pillois, c'est vrai que c'est cette baisse de taux, il y a plus d'incertitude maintenant que ça arrive. Alors tout à fait, je pense que c'est un des éléments cruciaux de cette semaine, parce que la semaine dernière, on était à 70-75% de chances de baisse de taux. Là, j'ai regardé aujourd'hui, on est tombé à 50%. Et en début de semaine, on était plutôt à 65%. Donc 50%, ça vient vraiment moitié-moitié. Donc forcément, et s'il n'y a pas de baisse de taux, on le sait, ça va forcément
attaquer un petit peu. C'est moins bon pour les marchés d'actions, C'est moins bon pour les marchés d'actions et certainement pour les marchés d'actions, comme disait Vincent, avec une duration longue. Donc la tech, évidemment, pourra être un petit peu plus secouée par ça. Est-ce que ça remet en cause la bonne santé des marchés actions, la bonne saison de résultats dans laquelle on est? Évidemment que non. Parce qu'on est allé de record en record. Voilà, même, mais tout de même. Et là, il faut le signaler, saison de publication de résultats, on a eu aux États-Unis la meilleure saison de publication de résultats depuis 4 ans. Hein, donc, notamment dans le secteur de la technologie. C'est ça qui est un petit peu paradoxal aujourd'hui dans les baisses de cette semaine. On peut comprendre les interrogations par rapport au futur du secteur technologique et aux valorisations, mais elles ont délivré une croissance bénéficiaire de plus de 20%. Le S&P dans son ensemble, signe une croissance bénéficiaire de plus de 12%, et il y a plus de 80% des valeurs qui font mieux qu'attendu. Donc, malgré la guerre commerciale, malgré le shutdown, malgré le ralentissement du marché du travail, finalement, pour les entreprises, les chiffres ont été excellents dans les secteurs. Tout à fait. Merci à tous les deux. On va passer au focus action tout de suite. Et tout d'abord, Tara, votre top et flop de la semaine. On commence par le top. Vous épinglez une société maritime basée à Rotterdam, c'est ça, hein? Pétrolière, et cotée sur Euronext Bruxelles, SBM Offshore. Alors, je rappelle l'entreprise qui est active dans toutes les plateformes en fait gazière et qui fait une partie de son chiffre d'affaires, entre autres, dans tout le leasing et l'opérationnel. Notez qu'on a eu des chiffres très très bons avec un chiffre d'affaires qui était en hausse et surtout une prévision de bénéfices avant impôt qui a été relevé à 1,65 milliard d'euros. Et un chiffre d'affaires annuel maintenu au-delà de 5 milliards d'euros. À noter qu'ils ont toujours un carnet de commandes qui est bien chargé, 35,1 milliards d'euros, une trésorerie qui est au-dessus de 9 milliards. Le carnet de commandes permet à SBM Offshore d'avoir une visibilité de flux de trésorerie, donc elle peut voir le cash flow qui va rentrer jusqu'en 2050. Oui, donc ça laisse pas mal de marge, évidemment. Alors, je rappelle aussi que la valorisation est assez bonne. Le PE, le ratio coût-bénéfice, est assez bas. Et il y a toujours, je pense, un coupon assez élevé. Alors, du côté des flops, une marque automobile électrique de luxe qui a beaucoup de difficultés. Hein. Oui, mais c'est le problème de toutes les marques occidentales, avec la concurrence chinoise qui arrive en force. Lucide, marque votre véhicule électrique, mais de grand luxe, qui a annoncé mardi soir son intention de procéder à une émission privée, donc uniquement destinée aux professionnels et les institutionnels, de 875 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031, ce qui va dire que ça va permettre éventuellement à ces nouveaux investisseurs de transformer leurs obligations en actions. Et donc, les investisseurs particuliers vont être de nouveau dilués et donc délaissent un petit peu le titre. Vraiment compliqué pour l'entreprise sur un marché très concurrentiel et qui a du mal à décoller en plus aux États-Unis. C'est une entreprise américaine à la base. Exactement, tout à fait. Du côté du Focus Action Tara, cette semaine, c'était le résultat de Disney. Et donc, on évoque évidemment tous ces grands du streaming, hein, notamment. Oui, mais en fait, c'est surtout un problème qui a cette semaine qui a envenimé la situation entre Disney et YouTube TV. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous pouvez vous abonner à YouTube, qui fait partie du groupe Google, Alphabet. Et vous payez un abonnement, $80, et vous regardez la télévision. ABC, ESPN, et beaucoup d'Américains aiment ça. YouTube est même plus regardé que la télévision aux États-Unis. Alors, rien que, même en Europe, en France, il faut savoir que beaucoup de gens maintenant, en tout cas les jeunes, ne consomment plus les médias et la télé comme nous, comme les anciens, on va dire. Donc, c'est-à-dire que les moins de 30 ou 40 ans regardent tous YouTube, sa télé à la demande. Sauf que c'est gratuit. Aux États-Unis, on peut s'abonner à YouTube TV. Sauf que il y a eu un échec pour renégociation de contrat entre Disney et YouTube TV. Disney qui détient ESPN, ABC et FX. Alors, ESPN, ici en Europe, ça ne veut rien dire, mais aux États-Unis, c'est une institution. C'est là que passe le gros programme Monday Night Football. C'est une chaîne sportive. Sportive. Un réseau sportif. Avec des gros matchs de football, avec une audience des fois qui peut monter jusqu'à 30 millions de spectateurs. Malgré tout, donc il y a un problème au niveau donc, de cette redistribution via YouTube TV. Ici, YouTube a directement riposté en offrant un crédit de $20 aux abonnés de YouTube TV, en disant ben voilà, on perd quelques chaînes, on vous offre $20 de crédit en attendant. Pour le moment, c'est plutôt Disney qui perd 4 millions de dollars par jour en frais d'affiliation. Et c'est surtout en fait l'audience qui a baissé pour sa fameuse émission Monday Night Football en baisse de 20%. Donc on verra qui va craquer en premier.
Bien, merci Tara. On va marquer une toute petite pause dans cette émission et puis on se retrouve juste après pour évoquer la tech chinoise. Après la tech américaine, eh bien, il y a aussi un regain d'intérêt pour la tech chinoise. Y a-t-il des opportunités? Cela va-t-il durer? Quelles sont les sociétés concernées? On se retrouve juste après ceci. À tout de suite. La tech, on parle beaucoup de la tech chinoise qui connaît un véritable regain de puissance dans l'intelligence artificielle, dans les voitures électriques toujours, mais est-ce vraiment durable? Y a-t-il des inquiétudes aussi, un peu comme aux États-Unis actuellement? Le 15e plan quinquennal chinois dévoilé récemment place l'indépendance technologique au cœur de la stratégie nationale avec une forte hausse des investissements en recherche et développement, dans l'IA notamment, dans les infrastructures numérique plus généralement. Alors les bourses chinoises s'enflamment, portées par l'essor de l'IA, des semi-conducteurs également, des véhicules électriques toujours, du cloud et par des valorisations particulièrement attractives. On va voir tout cela, on va analyser tout cela. Le secteur, il faut le dire, bénéficie d'un soutien massif de l'État. Est-ce vraiment durable? Quelles sont les sociétés à suivre? On va tout d'abord débuter avec vous, Tara, avec quelques chiffres et un graphique. Oui, alors il y a 3 points sur lesquels il faut bien se dire qu'il y a des différences majeures. Première chose avec les États-Unis, dont on parle, qui sont son concurrent principal, entre guillemets, les investissements et la philosophie. La Chine adopte une approche marathon à long terme avec un soutien de l'État assez fort. Elle produit également ses propres diplômés. Les États-Unis misent, eux, sur un modèle plutôt sprint avec l'innovation privée. C'est la Silicon Valley qui pousse cette niche en fait, qui est derrière en fait, tout le secteur de la tech. Alors quand on regarde les publications scientifiques, on peut voir qu'en fait 64 technologies critiques en général en tout, la Chine domine 57 domaines. Ici on en a pris quelques-uns. C'est le Australian Strategy Policy Institute qui en fait prend les 10% de meilleure qualité. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Chine, en fait, domine quasiment dans tous les secteurs et tous les sous-secteurs. On parle de quantique, de technologie IA, la biotech, la défense, l'énergie, l'environnement, les matériaux avancés. Donc, on voit que c'est pas mal et qu'en général, la Chine est devant. Je pense que quand on regarde le total, en fait, on ne s'imagine pas, mais auparavant, il y a aussi un autre graphique qu'on a fait dans une autre émission il y a 1 ou 2 ans. Les gens pensent à tort souvent que les Chinois copient. Eh bien non, ils déposent beaucoup plus de brevets que n'importe qui au monde. À Shenzhen, je pense que c'était en 30 à 40 par jour. Et donc, on ne copie plus, ils sont novateurs, ils sont en avance dans beaucoup de domaines. Vincent Juvin, moi j'ai parlé de publication. Vincent Juvin, vous avez un graphique, vous, où on a plus de détails. Oui, alors on verra, j'en ai apporté un certain nombre, on va voir celui qui arrive à l'écran en l'occurrence, mais non, je souscris tout d'abord à ce que vous venez de signaler. La Chine a évidemment intégré la technologie, l'intelligence artificielle, l'indépendance technologique dans son plan quinquennal, donc elle a finalement un plan, je dirais, bien structuré pour devenir leader mondial en la matière. Alors il y a déjà finalement quelques signes qui montrent qu'elle est plutôt bien partie, et je pense que comme Tara l'a justement signalé, en termes de recherche scientifique, en termes de brevets, en termes d'innovation, ces dernières années, elle le prouve dans plein de domaines. Et en effet, elle a ces dernières décennies vraiment gravi la chaîne de valeur, et c'est pas nouveau. Moi, je me rappelle déjà dès 2008, Microsoft avait à l'époque installé son centre de recherche et développement à Pékin. C'est quand même il y a déjà quelques années. Donc, c'est vrai que la Chine n'est depuis bien longtemps plus l'usine du monde. Alors, usine, elle le reste quand même un peu à certains égards, notamment en termes de production de certaines matières premières. Et ce qui apparaît à l'écran ici à gauche montre notamment la dominance de la Chine en termes de production et de raffinage des terres rares, à la fois maintenant, mais une dominance qui est appelée à perdurer. Ça, c'est à gauche, hein? Oui, à gauche. Et le fait que la Chine aussi a des parts de marché toujours de plus en plus importantes dans pas mal de secteurs technologiques, que ce soit l'IA, que ce soit les moteurs de recherche, le commerce en ligne, les automobiles électriques, mais ça peut être tout à fait les énergies renouvelables,
câbles, les bateaux ou que sais-je. Donc la Chine est devenue un acteur technologique incontournable et surtout elle maîtrise quasi l'intégralité de la chaîne de valeur, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis. Et surtout elle a une politique vraiment pour favoriser en tout cas l'intégration de celle-ci et développer. Ouais. Vous aviez les terres rares. On sait évidemment que la bataille pour la terre rare est lancée. Voilà, ça c'est évidemment essentiel. Même pour les États-Unis, ça a été le cœur de leur dissension commerciale. Il y a eu une suspension des restrictions pour 1 an. Voilà. Xi Jinping a levé la suspension pour 1 an seulement. Donc là maintenant, ok, accord temporaire. Et pendant ce temps-là, les États-Unis essayent aussi de gagner du temps et de sécuriser des accords avec d'autres pays. Temporaire, parce que ça pourrait reprendre évidemment après. Dans un an. On voit en Europe, on est dépendant de la Chine. Vous avez sans doute suivi le dossier Nexperia, où finalement cette société hollandaise s'était mis un peu à mal avec ses partenaires chinois. Les puces nécessaires à nos automobiles n'étaient plus exportées, tant et si bien que l'industrie automobile européenne est aujourd'hui en difficulté. Donc notre dépendance à la Chine, elle est là. Mais revenons-en en tout cas à ce qui fait la force de la Chine, c'est qu'on maîtrise la chaîne de valeur, des terres rares jusqu'à la production de puces. Alors on n'est pas encore au niveau de puces aussi sophistiqué que ce que font les Américains avec Nvidia et ainsi de suite, mais enfin c'est sans doute une question de temps. Et en tout cas c'est pour ça qu'on a un accord temporaire. La Chine, comme les États-Unis, essaye de gagner du temps. La Chine pour atteindre un niveau de sophistication technologique équivalent aux États-Unis, les États-Unis pour finalement sécuriser d'autres sources d'approvisionnement de terres rares. Donc, les États-Unis restent quand même supérieurs à ce niveau-là. Nvidia, en l'occurrence, pour l'instant, continue à avoir dernière génération des puces qui sont de meilleure qualité, en tout cas certainement dans le cas de l'intelligence artificielle. Et là, la Chine est encore légèrement en retard. Et ça pourrait se retourner. La Chine pourrait dépasser les États-Unis. Oui, parce que la Chine, encore une fois, dans le cadre de ce plan quinquennal, plus que les États-Unis, et évidemment beaucoup plus que l'Europe, crée un écosystème favorable à l'émergence de champions nationaux. Par exemple, lorsque vous développez des data centers en Chine et que vous utilisez pour cela des puces faites en Chine, vous bénéficiez de subsides très importants pour votre facture d'électricité. Ça fait évidemment la différence, alors que partout ailleurs, et singulièrement en Europe, il faut payer des prix d'énergie qui sont très élevés. Donc ça permet d'avancer, et réellement, ce marathon que Tara évoquait, on voit les pièces du puzzle se mettre en place, et le leadership se dessiner pour les prochaines décennies. Et Quentin Pilois, c'est vrai que plus généralement, la Chine est habituée à ce dumping, quelque part, de l'État, et c'est difficile de concurrencer la Chine sur ce point. Quand on regarde le plan quinquennal, il prévoit tout de même une augmentation des dépenses de 7% en recherche et développement. Donc c'est énorme. Évidemment, en Europe ou aux États-Unis, on n'a pas du tout cette capacité. Alors aux États-Unis, ils essaient quand même d'investir beaucoup, mais en Europe, on n'a pas du tout cette capacité d'investissement. Ce qui porterait tout de même la recherche et développement soutenue par l'État à 3,5% du PIB. Ce qui est énorme en dépenses. Quand on voit ce que les autres fonctions ou chez nous coûtent. Donc ils sont dans une logique totalement différente de la nôtre. Effectivement, ils ont un retard technologique qu'ils sont en train de rattraper progressivement. Dans certains domaines, ils l'ont dépassé, pas dans tous. Et donc, effectivement, progressivement, ils vont de plus en plus dominer. Et la politique américaine fait tout pour ralentir la Chine. C'est ça qu'ils font. Le problème, c'est qu'on voit ici à l'écran les graphiques que vous avez amenés. Très intéressant, parce qu'en fait, les Américains qui vont faire beaucoup de bruit, c'est eux qui dépendent de la Chine plus que la Chine ne dépend des États-Unis, parce qu'on regarde... Alors là, c'est encore une autre vision, c'est de dire qu'effectivement, c'est ce qu'on disait, la Chine n'est plus l'usine du monde, donc elle est beaucoup moins dépendante de ses exportations, numéro 1, et encore beaucoup moins dépendante des exportations vers les États-Unis. Donc finalement, la guerre de Donald Trump... On a combien d'États-Unis? Les touches 10%? Beaucoup moins. Alors, depuis 2020, depuis le début de l'année, il y a eu 10% de moins d'exportations vers les États-Unis, mais les autres pays ont compensé. Donc les exportations chinoises sont toujours en hausse, c'est simplement qu'elle a rééquilibré ses partenaires commerciaux. Avec l'Inde et d'autres. Avec en fait le reste du monde. Le reste du monde. Et c'est vrai que globalement, quand on voyait qu'il y a 15 ans, on était à 35% du PIB qui était généré par les exportations, aujourd'hui on est plutôt autour de 20%. Et donc cette partie usine du monde quand même largement baissé, et en plus de ça on s'est diversifié, donc la Chine d'aujourd'hui n'est pas du tout ce qu'était la Chine d'il y a 20 ans, et la guerre technologique dans laquelle ils sont, il suffit de voir quelques fleurons de l'industrie chinoise. Ils veulent la gagner, ça c'est le premier point. Quelques noms par exemple. Dans le plan quinquennal, c'est un des points, c'est la technologie d'innovation, la transition énergétique, la double circulation, et le changement. Il y a plein de noms qu'on ne connaît pas chez nous. Xipeng, là ils viennent de sortir des résultats magnifiques avec leur nouveau robot incroyable. Xiaomi. Allez voir sur le site web de Xiaomi. Dans l'automobile également aussi, c'est des marques qui commencent à arriver chez nous en Europe. Xiaomi, allez voir sur le site web, ils font tout.
de la batterie, de la tente, la dernière de la lampe de voiture, toche, la YQ. de la télé, des voitures. Ces gens font tout. Et tout super bien. Donc c'est des entreprises, c'est du Samsung 2.0. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire en si peu de temps, parce que Xiaomi c'est une société qui est relativement récente, ce qu'ils arrivent à développer, la gamme de produits qu'ils arrivent à faire, beaucoup moins cher que chez nous, Il y a des sociétés comme BYD qui sont existantes depuis longtemps aussi. Ouais. Oui, bien sûr, mais je veux dire, il y a plein de fleurons comme ça, de sociétés qui ont des chiffres d'affaires à plusieurs milliards, voire des dizaines de milliards, qu'on ne connaît pas chez nous et qui font des produits totalement Et concurrentiels. c'est doublement un problème pour nous, parce que c'est d'abord une concurrence technologique forte et une concurrence quelque part déloyale, parce qu'évidemment, quand même, évidemment ce fameux subventionné dumping par l'État, donc il y a quand même du dumping quelque part qui est fait. Et puis, c'est vrai que la consommation a pris un petit peu le pas sur les exportations. Néanmoins, la Chine a quand même un problème de demande domestique aussi, qu'elle ne parvient pas à réveiller aussi bien qu'elle Quels voudrait. sont alors Pour justement les l'instant, c'est vrai. risques Et donc, on a cette de se positionner comme investisseur sur les marchés chinois? Quels sont les risques? Moi, je vois ça plutôt comme une opportunité, comme une manière de réduire les risques. Par exemple, chez ING, on est positif sur le secteur technologique. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on est surexposé au secteur technologique américain, ce qui nous rend très tributaire de celui-ci. Voilà, Il pèse justement, évidemment cette volatilité, 40% de l'indice américain. Cette fébrilité Et actuelle. il se paye 30 fois les bénéfices. Donc, dans une logique de diversification de notre exposition au secteur technologique, et d'autant plus depuis qu'on a vu des innovations technologiques comme en début d'année DeepSeek, on le verra peut-être à l'écran dans un instant, eh bien, c'est intéressant d'aller diversifier notre exposition technologique aux technologies chinoises, qui sont Tout à fait. en effet innovantes, qui sont un peu moins chères, mais la valorisation n'est pas réellement l'élément central dans cette décision. C'est quand même beaucoup moins cher. 25 au lieu de 30. On voit Vincent, ça justement, dépend lesquels. Vincent Gévin, on voit justement à l'écran ce graphique Oui, avec DeepSeek a été un tournant, réellement. DeepSeek est arrivé en début d'année et on voit vraiment qu'à ce moment-là, la tech chinoise a décollé dès l'arrivée de DeepSeek R1. Parce que ça a surpris tout le monde finalement. Tout même à les fait. Américains. Alors bon, il ne faut pas exagérer évidemment les capacités du modèle, mais enfin ça a quand même surpris outre-Atlantique. Mais ça montre évidemment cette capacité d'innovation. Et je pense que voilà, dans un portefeuille bien diversifié, il faut se rendre compte que la bataille de leadership entre les États-Unis et la Chine va continuer. Je ne sais pas qui la gagnera. À ce moment, j'ai peut-être une petite idée. On peut se tromper. Mais enfin, en jouant sur les deux tableaux, c'est certainement une bonne façon d'être finalement bien exposé. Les valeurs technologiques chinoises qu'elles ont surtout aujourd'hui, c'est même une croissance bénéficiaire qui est supérieure à ce qu'on voit outre-Atlantique, où c'est plutôt en train de se faire. Quentin Pudois, donc, C'est supérieur. Oui. diversification, opportunité aussi. Plus que diversification, nous ça fait déjà dans nos portefeuilles depuis plusieurs années où effectivement la tech chinoise est plus que présente et presque plus qu'en diversification parce qu'on voit plus de potentiel, c'est moins cher. Ça dépend des valeurs, mais globalement, c'est quand même moins cher. Un Alibaba est quand même beaucoup moins cher qu'un Amazon. Alibaba avait quand même fortement diminué aussi. Bien sûr, mais Voilà. donc pour nous, des opportunités d'achat. Et finalement, il faut travailler les titres, mais quand même des belles opportunités d'achat. Et ça reste quand même des choses très intéressantes. Mais il n'y a pas que des Alibaba. Il faut creuser un peu la chose un peu plus loin. Il y a plein de super sociétés qui émergent, qui ne se payent pas encore très cher, qui ont des très belles croissances. Alors c'est vrai qu'il y a plus de risques, parce qu'on sait que la mainmise du pouvoir peut tout d'un coup disrupter à un moment ou à un autre le marché. On sait que la consommation interne reste en difficulté. On essaie absolument de dynamiser ça, mais on n'a pas encore résolu le problème. Et évidemment, le problème de l'immobilier qui est toujours présent, qui pèse toujours sur les marchés chinois. Il n'y a pas encore de date pour la sortie de DeepSeek, la version 2. Par contre, je viens de voir, il tournera, lui, plus sur Nvidia, mais sur une puce Huawei, que Huawei essaie de pousser en avant. Quand on regarde, Quentin Pilois, les ratios, parce que souvent ces derniers mois, et souvent les gens, chez vous aussi, Vincent Juvin, les gens comparent la Chine et l'Inde au niveau, parce que l'Inde a mieux performé ces derniers temps que la Chine, et pourtant, on serait sérieux évalué. Alors effectivement, l'Inde a très très bien performé, plutôt je vais dire 22, 23, 24. Depuis maintenant 15-18 mois, c'est plutôt la Chine qui a pris largement le dessus. Mais néanmoins, la décote des valeurs chinoises par rapport aux valeurs indiennes reste importante. Et donc c'est pour ça qu'effectivement... C'est ce qu'on voit sur le graphique à droite. C'est ce qu'on voit sur le graphique à droite et ça reste un fait pour nous avéré. Et donc forcément, si on doit faire le choix entre les deux, on préfère largement être en Chine et certainement sur certaines valeurs technologiques avec croissance extraordinaire que sur les valeurs indiennes. En plus de ça, la monnaie indienne est quand même, pour nous, plus compliquée à appréhender que la monnaie chinoise, voire le dollar hongkongais, où là, c'est carrément pégué au dollar américain. Donc,
on a quand même des appréhensions beaucoup plus, enfin en tout cas c'est beaucoup plus facile à appréhender pour nous. Et puis le deuxième point sur ce graphique à gauche, c'est également très intéressant parce qu'on voit le flux d'achat sur les actions hongkongaises depuis la Chine. Et donc ça c'est quand même très intéressant de voir que les Chinois investissent massivement sur les actions d'Hong Kong, dans leur économie, et donc forcément, mais c'est pas uniquement les capitaux internationaux qui, il faut quand même être honnête, bon alors maintenant depuis un an ça revient, mais pendant de nombreuses années ont été extrêmement faibles, voire négatifs. On a eu le relais des Chinois qui ont investi énormément dans leurs actions à eux, et on voit depuis cette année un relais en plus au niveau international, ce qui fait qu'effectivement les actions chinoises cette année se sont extrêmement bien portées. Vincent Gevins, pour conclure, donc la Chine, au niveau de la tech, en tous les cas, opportunité, on ne va pas dire Eldorado, mais enfin, il y a quand même, en tous les cas, il faut regarder dans ce sens-là, quoi. C'est au minimum un bon élément de diversification d'une exposition dans un portefeuille action aujourd'hui et a fortiori dans un portefeuille d'action technologique. Et à terme, et je pense qu'on le pense ici sur ce plateau, mais l'avenir nous le dira, ça pourrait potentiellement devenir vraiment le marché leader du secteur technologique. On verra, mais en tout cas, dans cette course au leadership, soyons opportunistes et en tout cas parions entre guillemets sur les deux tableaux. On a des valeurs un peu meilleur marché avec une meilleure croissance bénéficiaire et avec une histoire propre. Donc je pense que, voilà, pour ceux qui, comme nous, chez ING, croient encore dans cette thématique IA, je pense que, voilà, il faut absolument la diversifier d'un point de vue régional et également aller chercher d'un point de vue sectoriel aussi au-delà, quels sont les secteurs qui vont gagner en implémentant l'IA dans leurs secteurs respectifs. Et là, bon, on va revenir un peu en Occident également. Oui, peut-être Quentin, vraiment pour conclure. Non, mais voilà, moi, c'est ce que j'ai dit. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on a quand même une poche relativement importante de notre poche tech qui est en Chine. Hein. C'est plus de la moitié de notre poche tech qui est en poche technologique qui est en Chine. On y croit, on continue d'y croire. On voit ce potentiel à long terme qui est absolument intéressant. Donc oui, tout à fait d'accord avec Vincent. Eh bien, merci à tous les deux. On continuera bien sûr à analyser tout ce potentiel de la tech chinoise dans Parlons Cash. Tout de suite, on va passer aux cryptos. Voilà les cryptos et le Bitcoin qui étaient toujours en baisse cette semaine. On va rejoindre Nicolas Ajas pour toute l'actualité des cryptos depuis la salle de trading Between Us. Bonjour, l'actualité crypto de la semaine est très très simple. Nous subissons un marché qui est totalement dans le rouge avec le seuil psychologique des 100 000 $ du Bitcoin vient d'être franchi. En ce moment, nous sommes aux alentours des 97 000 $. Nous reviendrons tout à l'heure là-dessus. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce possible qu'on ait franchi ces 100 000 $. Alors, c'est très simple. Cette chute s'explique principalement par l'affaiblissement de tous ceux qui avaient parié sur une réduction plutôt rapide du taux de la Réserve fédérale américaine. Vous vous souvenez, ce fameux taux est très 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 important parce qu'il est en corrélation directe avec l'appétit pour le risque que les grandes institutions, voire monsieur ou madame tout le monde veut bien prendre. Premier indicateur. Et deuxième élément, c'est de par le franchissement de ces 100 000 $, il y a eu de nombreuses positions longues à l'achat qui ont été tout simplement annulées. On parle de pas loin d'1 milliard au total de positions longues, $1 milliard de positions longues qui ont été annulées suite au franchissement des 100 000 $. Bon, ça augmente du coup la porte à un repli des liquidités sur ces marchés. Ça, c'est la plus grosse actualité de la semaine. La deuxième concerne, alors bizarrement, pendant que les marchés sont rouges, deux grands géants crypto font route vers la bourse. Alors, le premier géant est Grayscale Investments. Alors, Grayscale, c'est un asset manager qui gère environ 35 milliards de $ d'actifs. Actuellement, c'est plus ou moins ce qu'ils ont sous gestion. Alors en fait, ils ont déposé un dossier d'introduction en bourse, le fameux IPO aux États-Unis, malgré une baisse de leurs revenus de l'ordre de 20% cette année. Ils persistent et signent dans leur ambition d'introduire la société en bourse. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en plus, ils sont soutenus par deux grandes banques qui leur permettent d'être confiants dans cette capacité à lever des fonds à travers la bourse pour pouvoir pérenniser leur développement. La deuxième société, et pas des moindres, c'est Ledger.
Alors, Ledger, c'est différent. Autant Grayscale, c'est confirmé. Ledger, c'est plus une confirmation qu'ils veulent aller vers soit une levée de fonds, soit une introduction en bourse. Et dans tous les cas de figure, les États-Unis sont dans leur viseur, puisque Ledger est la société numéro 1 permettant au niveau mondial de sécuriser les actifs crypto. Cette société européenne, d'ailleurs, est un champion dans son secteur et permet de simplement, lorsqu'on achète des cryptos ou qu'on souhaite en vendre, de tout simplement avoir un moyen physique de les sécuriser, aussi bien pour monsieur, madame, tout le monde, que les grosses sociétés proposant l'échange de crypto-monnaies ou autres. Donc, Ledger est en train de financer son développement, cherche à financer son développement et vise une introduction en bourse, probablement aux États-Unis, selon les sources du Financial Times. Je vous le disais, cette semaine a été plutôt difficile pour le Bitcoin, notamment. On va tout de suite faire avec Nicolas l'analyse des marchés en cette fin de semaine. Alors là maintenant, nous pouvons passer à l'actualité des marchés. Concrètement, Bitcoin se négocie toujours aux alentours des 97 000 $. Bon, ce fameux repli sous les 100 000 $ est quand même quelque chose de marquant. Techniquement, ce support était vraiment sensible et il nous expose à une perte quand même importante, puisque les nouveaux niveaux de test sont 90 000 $, voire 80 000 $. Si la pression vendante persiste, du coup, au niveau macroéconomique, on n'a pas vraiment de raison justifiant cette baisse, à part ces taux, mais on s'oriente vraiment vers là. Donc, au moins, au niveau du Bitcoin, on sait où on en est. Par rapport à Ethereum, aujourd'hui, on est à 3150 $, plus ou moins, en termes de valorisation aujourd'hui. Et ce token, il n'y a pas de raison pour laquelle ce projet serait sous pression. Il a subi une perte normale, pas plus que Bitcoin. Il a simplement suivi la tendance à la baisse et il n'y a pas vraiment de raison pour justifier la baisse qu'elle vient de subir. La crypto-monnaie qui, cette semaine, nous a étonnés, non pas par sa performance boursière, mais encore une fois par son actualité, c'est Solana. Alors, bon, la performance boursière en tant que telle n'est pas exceptionnelle, puisque Solana se négocie en ce moment à 145 $. Il a même franchi son seuil des 150 $ qui ne devaient pas être transpercés. Mais au niveau de son actualité, c'est florissant, que des bonnes nouvelles. Un ETF a finalement été validé pour Solana, un ETF stacking, j'expliquerai ça une autre fois. Il y a de nombreux projets altcoins, ça veut dire des crypto-monnaies alternatives, qui décident d'arrêter leur projet pour pouvoir se développer sur Solana, voire cherchent des collaborations avec ce projet. Donc c'est quand même pas mal. Du coup, Solana a mieux performé que certains de ses concurrents ces 7 derniers jours. Concrètement, ils ont moins subi la baisse que les autres et du coup, leur position déjà quand même presque dominante comme sur ce marché augmente encore plus. Donc ils distancent un peu plus leurs concurrents. À surveiller la semaine prochaine, 3 choses. Les taux et les taux. C'est très très simple. Bon, sauf si Monsieur Donald Trump nous fait une nouvelle guerre économique avec la Chine ou un autre pays, mais a priori, les taux et l'inflation seront les maîtres mots à surveiller la semaine prochaine. Effectivement, Nicolas Ajas, merci pour ces analyses et on surveillera évidemment les taux, on en parlera dans Parlons Cash. La semaine prochaine, on marque une petite pause et puis on évoque notamment ceci, la guerre à l'ère de l'intelligence artificielle, quand les machines prennent les armes. On en parle juste après la pause, à tout de suite. Nous sommes de retour dans Parlons Cash. Nous évoquions la tech et l'IA chinoise, notamment juste avant la pause. Quentin Pillois, vous avez décidé, non pas de répondre à une question de téléspectateurs cette semaine, mais bien d'évoquer ce livre, La guerre à l'ère de l'intelligence artificielle, quand les robots prennent les armes. C'est vrai qu'au niveau de la guerre, au niveau militaire, on se dit que dans pas si longtemps, certainement, on risque d'aller vers des guerres de robots.
Alors, c'est vrai qu'en termes de planification militaire, il y a toujours eu l'idée en Occident d'avoir une avancée technologique sur l'ennemi pour compenser un petit peu cette infériorité numérique. Voilà. Et clairement, c'est quelque chose qu'on a vu et qu'on continue à voir en Ukraine. Il y a une infériorité numérique sur le terrain et on essaie de la compenser. guerre des drones aussi en Ukraine finalement. Déjà évidemment, des machines évidemment les sans drones, personne. évidemment des petits robots, mais on essaie vraiment de compenser cette infériorité numérique qui est un fait par, et certainement avec l'apport des Américains qui est massif, par ces avancées technologiques beaucoup plus fortes. C'est pour ça qu'il y avait une couverture du Times que vous avez amenée avec nous. Exactement. Et alors cette couverture de Times d'il y a 1 an et demi qui dit The First AI War. Et donc ça c'est réel quand on lit l'article et quand on s'intéresse un petit peu au sujet, on se rend compte à quel point la technologie, l'intelligence artificielle intervient aujourd'hui. À quel niveau par exemple en Ukraine. À quel niveau? Alors, clairement, les drones. Ouais. Les drones sont équipés de plein de capteurs pour pouvoir prendre presque aujourd'hui des décisions seules. Et quand je dis décision seule, un drone qui est envoyé derrière les lignes ennemies et qui tout d'un coup est coupé de son brouilleur, c'est-à-dire que l'opérateur derrière ne peut plus communiquer avec son drone, doit prendre une décision. La décision, c'est de dire je mets ma bombe là ou je retourne parce que je n'ai plus de signal, donc je dois retourner. Et donc on doit prendre des décisions en fonction du terrain, en fonction de l'approche. Et comment est-ce qu'on va s'orienter en tant que drone lorsque tout signal est bloqué, même le GPS, eh bien, on va reconnaître le terrain et on va essayer de se dire, ah, le terrain, j'ai la carte chargée dans ma mémoire, donc je dois être plus ou moins ici en fonction du terrain que je vois, le clocher, la tour, etc. Et je peux me repérer, et soit je peux aller cibler la cible que je veux, soit pas. Un autre exemple, le dôme de fer. Le dôme de fer, aujourd'hui, on sait très bien que quand il y a 100 roquettes qui arrivent, on ne va pas pouvoir toutes les intercepter. Donc qu'est-ce que l'intelligence artificielle doit faire? Elle doit calculer très rapidement quelles sont les roquettes les plus dangereuses qui vont toucher les cibles avec le plus d'habitants, calculer rapidement ça, et celles-là, en priorité, essayer de les intercepter avec les intercepteurs. Donc, parce que c'est extrêmement difficile, on sait très bien, d'intercepter une roquette, c'est beaucoup plus difficile d'intercepter que de viser. Ouais. Et donc, ces applications militaires aujourd'hui sont présentes déjà dans la guerre. Et puis alors, il y a un deuxième fait qui est quand même très étonnant, c'est vraiment cette conversion du monde de la tech. Qui était un monde... C'est ça la conclusion, c'est la tech rejoint la défense finalement. Mais qui était un monde presque anti-militaire. Il y a des progrès qui sont faits maintenant. Google, Meta, etc. ne voulaient pas de contrat militaire. C'était un petit peu la Silicon Valley, c'est la Californie, c'est démocrate. C'est pas avant tout un monde militaire. Et ça s'est extrêmement rapidement militarisé. Toutes ces grandes valeurs technologiques et ça ne fait certainement que commencer, probablement. Et ça ne fait que commencer. Et d'ailleurs, on était à une conférence avec Tara hier soir, et la conférencière nous disait, c'est assez étonnant, on va à Kiev aujourd'hui, il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans, vous allez dans les grands hôtels de Kiev, vous retrouvez énormément d'Américains qui sont là pour vendre leurs solutions technologiques d'intelligence artificielle. Donc, leur logiciel, on va dire. Leur logiciel. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une application militaire qui a été prouvée sur un terrain d'opération en Ukraine, c'est extrêmement valorisable. Dans le livre, on retrouve évidemment des valeurs qui sont cotées en bourse et dont on parle évidemment. Donc, à lire, donc, la guerre à l'ère de l'intelligence artificielle. Et d'ores demain, signalons que la Chine est évidemment très en avance aussi. On se souvient tous pendant le Covid de ces robots policiers qui patrouillaient en rue, mais là aussi, tout à fait. C'est un bel exemple aussi. Tout à fait. Et donc extrêmement très bon bouquin à lire de Laure, de Roussy, de Rocheconde que voilà, nous conseillons. Eh bien, merci beaucoup Quentin. Il nous reste 1 minute pour le dicton, Vincent. Et ce dicton, c'est le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Comment l'interpréter pour un investisseur ? Eh bien, c'est finalement beaucoup plus pacifique que ce qu'évoquait Quentin. On en revient à un proverbe chinois, tout d'abord, il faut le signaler. Mais c'est vrai qu'on parle d'investissement dans cette émission. On a toujours, évidemment, avec cette remontée de la volatilité, des inquiétudes. On se dit, c'est toujours pas le moment. Et finalement, ce proverbe nous rappelle que finalement, planter un arbre, si on l'a pas fait il y a 20 ans, c'est encore toujours le moment de le faire aujourd'hui. De prendre cette exposition au secteur technologique chinois, qui sait certaines valeurs de la défense. On verra, c'était une thématique de cette année. Mais voilà, rappeler en tout cas celle qu'il est nécessaire pour les investisseurs de prendre leur avenir financier en main et voilà, de prendre le train en marche, certainement le train technologique en Chine. Eh bien, merci beaucoup Vincent. Une dernière info en 10 secondes, Tara. Vous pouvez trouver demain
en live Vincent Juvins, conférence gratuite Donc à ce Finance. samedi. Hein. Le plus grand salon de Belgique de la finance, c'est Finance Avenue. Ça se trouve à Tour et Taxi. Inscrivez-vous sur financeavenue.be. Eh bien, merci à tous d'avoir participé à cette émission que vous pouvez bien sûr revoir tout au long du week-end. Également sur notre site ln24.be. Tout de suite, parole d'expert. Excellente soirée. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Van Tilborg, Country Head Benelux de la financière de l'échiquier. Alors, ce soir, on va parler d'investissement dans la révolution spatiale et la défense spatiale, un marché dont la taille ne cesse d'augmenter. Tout d'abord, Stéphane, qu'est-ce que l'économie spatiale aujourd'hui et quels sont les contours de ce marché ? Bonsoir Tara. Alors, économie spatiale, on ferait peut-être mieux de parler d'écosystème spatial. C'est un véritable écosystème. C'est pas un secteur, c'est pas une technologie. Il y a beaucoup de secteurs, beaucoup de technologies qui, directement ou indirectement, sont liées à l'espace. Et c'est un écosystème qui est en véritable mutation. Pour prendre un terme un peu plus agressif, ce serait révolution. Parce qu'on est passé d'une économie spatiale 1.0, comme je l'ai déjà évoqué sur votre antenne, à une économie spatiale 2.0. 1.0, c'était principalement drivé par le secteur public, 2.0 drivé par le secteur privé avec l'émergence d'entrepreneurs emblématiques. Et donc on a une véritable démocratisation aujourd'hui pour l'accès à l'espace. L'univers d'investissement a considérablement augmenté, le nombre de sociétés cotées qui sont en lien direct ou indirect avec l'espace a vraiment augmenté et on s'attend à ce que le secteur spatial fasse x3 d'ici 10 ans. Donc le secteur est en pleine effervescence. On parle d'un marché estimé en 2023 à 630 milliards de dollars et devrait atteindre 1800 milliards d'ici 2035. Quelles sont les perspectives selon vous? Parce qu'on parle de télécommunications, mais aussi de défense. Alors, il y a beaucoup de perspectives. Comme je le disais, le 2.0, c'est drivé par le privé. Le privé a toujours le souci de la maîtrise des coûts, enfin, en général. Et donc, on voit maintenant qu'on réutilise les lanceurs. Avant, on les utilisait une fois, ils étaient perdus. Maintenant, on les réutilise. Cette maîtrise des coûts, ça a augmenté la rentabilité. La rentabilité, quand elle s'améliore, c'est un double effet qui se coule sur l'attractivité. Un, on attire des investisseurs parce que des business rentables, ils aiment bien ça. Et deux, on attire des entrepreneurs qui se disent « Tiens, c'est un business qui est rentable, j'aimerais bien mettre le pied là-dedans ». Aujourd'hui, on a aussi, pas seulement le privé, on a eu le public, le privé, on a le retour du public. On a cette course à la Lune, qui sera le premier à retourner sur la Lune. Trump avait mis l'espace à l'agenda politique quand il est venu pour les élections. Et puis, géopolitique oblige, politique oblige, on parle quand même beaucoup maintenant de défense spatiale. Alors quel est le tien justement entre la défense et le spatial? J'ai vu, il n'y a peut-être pas très longtemps, on a vu en Ukraine entre autres où Elon Musk, entre autres, via Starlink et SpaceX, éteignait ou rallumait la défense. Comment est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Alors le lien aujourd'hui, il est très très étroit. Parce que Starlink, par exemple, n'est pas coté en bourse. Hein. Non, c'est pas coté en bourse, mais le lien entre la défense et l'espace est très étroit aujourd'hui. La défense, c'est un des principaux catalyseurs de la croissance de l'économie spatiale. On a eu Star Wars fin des années 70. Aujourd'hui, on a la réalité de Star Wars. On l'a vu en Israël avec le Silver Dome. Ouais. Et maintenant, on parle du Golden Dome. Alors, aux États-Unis. Le Golden Dome aux États-Unis, donc les États-Unis ont un projet, c'est $1 trillion. $1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars pour avoir un bouclier antimissile pour protéger les États-Unis. La défense spatiale... nucléaire. Hein. Antimissile nucléaire. La défense spatiale, on estime que c'est 10% de croissance annuelle pendant les 10 prochaines années. Et en 2024, c'était même 24%. Et donc, il y a les États-Unis qui s'y mettent. L'Europe aussi. Les gouvernements européens ne sont pas en reste. On avait un budget défense qui était de l'ordre de 2-3% du PIB. On est à 5% maintenant. Contexte géopolitique oblige. Et donc, ça permet plus de dépenses publiques. Ça permet aussi de faire émerger des champions industriels, notamment en Europe. En France, on a Thales et on a Safran. En Italie, on a Avio et Leonardo, qui sont véritablement des acteurs industriels qui sont occupés à émerger et à s'inscrire comme champions pour le secteur de la défense. Et alors, le ciel, bientôt, sera rempli de satellites, parce que d'ici maintenant, je vois Starlink, il y a déjà 6500 satellites, et on parle de 40 000 d'ici une dizaine d'années maximum. Ça ne va faire que croître. Comme je le disais, mutation, c'est un peu léger. Révolution, c'est mieux. C'est vraiment un secteur en pleine croissance. C'est des nouvelles technologies qui permettent de se développer.
il faut vraiment participer à ça. Nous, en tant qu'investisseurs à la financière de l'échiquier, ça fait 3 ans qu'on a une stratégie dédiée à l'espace. Je me rappelle, quand ça avait été lancé, c'est un des premiers d'avoir. On est le premier acteur européen à avoir lancé une stratégie là-dessus. Félicitations. Merci beaucoup. Et l'univers d'investissement a considérablement augmenté aujourd'hui. Nous, on a aujourd'hui 200 valeurs qui ont été analysées individuellement pour une trentaine de valeurs retenues dans la stratégie d'investissement. Et on cherche toujours des nouvelles idées. On était à la Space Business Week à Paris au mois de septembre. On a rencontré différentes entreprises, notamment une entreprise américaine qui s'appelle Black Sky, qui fait de la surveillance de l'observation terrestre avec de la cartographie spatiale. Cette entreprise est amenée à contracter avec différents gouvernements. Il faut bien comprendre aujourd'hui que l'accès à l'espace, la surveillance de la Terre depuis l'espace et la protection sont redevenus des enjeux, de véritables enjeux de souveraineté nationale. Et dans notre portefeuille, la moitié des entreprises sont concernées par ces enjeux. Et plus intéressant, la moitié de ces entreprises-là sont européennes. Merci beaucoup, Stéphane, de nous avoir éclairé sur cette économie très spécifique et sur laquelle, pour l'instant, le mieux, c'est d'investir via un fonds. Je te remercie, Tara. À bientôt. Merci, à bientôt.